Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, je reçois un spécialiste de l'économie souterraine. Alors bonjour Samuel Cagelet. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous-même. Pour commencer, qu'est-ce que c'est l'économie souterraine? Premièrement, il faut comprendre que l'économie souterraine, c'est pas une économie qui est légale. Donc, dans le vocabulaire de tous, ce qui est illégal est puni par la loi. Donc, c'est important de comprendre ça. Puis, dans le fond, l'économie souterraine, son but, c'est de générer des revenus illégalement pour ne pas payer d'impôts ou de taxes ou toute autre forme de biens ou services sociaux offerts par un gouvernement. À titre d'exemple, je vais chez mon voisin, je construis une toiture, il me paye en argent comptant et ne me fait pas de facture, c'est illégal. Je vais avec mes amis vendre des cartes de hockey sur le bord de la rue. Je ne déclare pas mon entreprise si je fais beaucoup de revenus, c'est illégal. Donc ça s'appelle du marché noir. Puis, cette économie-là, bien qu'elle soit un peu anodine pour certains, elle génère quand même plus de 2000 milliards de dollars dans le monde. Ça regroupe environ 505 familles, 12 800 groupes, 1480 clans, pour un total d'environ 1 456 000 membres. Et ça, c'est juste les mafias. On ne compte pas les gens je prenais comme exemple ceux qui faisaient des toitures illégalement. Ça, c'est pas encore recensé dans les données officielles. Donc, le but de l'économie souterraine, c'est vraiment de faire de l'argent illégalement. OK, ben merci. Ensuite, je me demandais aussi de où ça vient, ça, l'économie souterraine, puis comment qu'on peut en tirer des bénéfices? Donc, premièrement, l'économie souterraine, selon les experts que j'ai pu recenser, dont M. Rocher, qui est directeur de la recherche au Centre national de la recherche scientifique, on dénombre 5 sortes de façons qu'on peut faire de l'économie souterraine. Donc, premièrement, il y a l'économie criminelle. Qu'est-ce que c'est l'économie criminelle? C'est d'en venir à la violence, d'éliminer des membres d'une famille pour avoir l'argent qu'on veut. Donc, ça, c'est purement la mafia. On va menacer les familles des gens pour se faire payer. Un peu comme dans les films américains où des mafias vont voir des gens pour les tabasser, ben c'est exactement ça. L'autre forme de criminologie qui est souterraine, c'est l'économie criminelle, mais structurée. Donc, ça, c'est un petit peu moins de violence, mais c'est le même genre d'économie. Donc, c'est un peu la mafia, finalement. Puis ça dégage des profits qu'elle va réinvestir dans l'économie légale, le secteur bancaire qu'on cite. Donc, je fais de l'argent illégalement, je vais au magasin, je m'achète des biens dans un dépanneur, c'est illégal parce que c'est de l'argent que j'ai reçu illégalement. Ce n'est pas déclaré au gouvernement et je peux me permettre de payer des biens légaux, mais avec de l'argent illégal. Donc, ça s'appelle du blanchiment d'argent. Il y en a 3 autres sortes d'économies, de façons de faire de l'argent illégalement. Puis, selon M. Éric Vernier, conférencier en finance depuis près de 20 ans, il y a l'argent noir, les activités illégales avec une part légale minoritaire, je vais tout vous expliquer ça, et l'argent gris. Qu'est-ce que c'est l'argent noir? C'est la façon de faire un peu plus mafioso, donc le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, de stupéfiants, la prostitution, le cambriolage, c'est tous des crimes qui sont pénalisés très sévèrement dans notre société. Ensuite, on a les activités illégales. Ça, c'est un petit peu moins facilement criminalisable au sens de la loi, c'est-à-dire que les peines de prison sont moins sévères pour ça, les amendes également. Mais ça, c'est tout ce qui est des exemples que je vous citais tantôt, donc faire la toiture pour son voisin, vendre des cartes de hockey. Ça, c'est du travail clandestin qu'on appelle. C'est du travail au noir, pardon. Donc là-dedans, on compte la corruption, les pots de vin, le travail clandestin, les trafics d'armes, tout ce qui peut être légal normalement, mais dont on génère des revenus illégalement. Puis le dernier, c'est l'argent gris. C'est dans le fond un petit peu pareil comme les activités illégales, mais ça, c'est plus au niveau des entreprises. Donc l'évasion fiscale, le trafic d'influence, c'est-à-dire d'aller aux entreprises, faire un peu, si tu prends mon contrat, je vais te donner d'autres choses, donc c'est de l'influence. L'évasion fiscale, évidemment, c'est de ne pas payer d'impôts. Puis il y a aussi les délits d'initiés. Donc,
Ensuite, pour ce qui est des causes dont tu me faisais part, on en dénombre 3. Premièrement, la diversité de l'économie citoyenne. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, pour faire un portrait global, il y a plusieurs façons de faire de l'économie citoyenne. Il y en a des tonnes. Donc ça n'encourage pas vraiment les gens à percevoir des revenus légalement. Donc, on peut par exemple dire qu'au niveau du 17e siècle, il y a eu l'interdiction de l'alcool, l'interdiction de consommer de la drogue. Ça l'a amené à faire du trafic d'alcool, du trafic de drogue. Puis au 20e siècle, il y a eu l'interdiction de prendre des opiacés, de la cocaïne, puis c'est encore du cannabis, malgré qu'il va être bientôt légal au Canada. Bien, tout ça a amené les gens à faire du trafic, à faire de l'économie à partir de ces interdictions-là. La deuxième cause qu'on peut dénombrer, c'est le penchant pour l'échange. Qu'est-ce que c'est le penchant pour l'échange? C'est que les gens cherchent à contourner la contrainte de devoir ne pas consommer ces produits-là, puis ils perçoivent ça comme un avantage à l'échange. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ils voient que vu que c'est très criminalisé, que c'est pas légal, eux autres, ils voient ça comme un challenge, un défi de le faire eux-mêmes, puis ils voient une opportunité de faire beaucoup d'argent étant donné que c'est criminalisé. Donc la valeur du marché est très haute. Puis, la dernière, c'est les obstacles à l'échange. Donc ça, en gros, c'est au Québec, le taux d'imposition est très élevé, les taxes sont très élevées, la réglementation est très élevée. Et ça pousse les gens, des fois, à faire de l'économie souterraine car il leur manque d'argent dans les poches. Par exemple, vous avez une mère monoparentale avec des enfants. Ça se peut qu'avec son travail de serveuse dans un restaurant, par exemple, qui n'est pas le travail le plus rémunéré au Québec, ça se peut qu'elle manque d'argent un petit peu pour subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est là que ça va amener les gens à faire de l'économie souterraine, c'est-à-dire percevoir des revenus illégalement, puis on ne paye pas d'impôt sur ces revenus-là, car ce n'est pas déclaré à notre gouvernement. Ensuite, je me demandais aussi, c'est sûr que cette forme d'économie souterraine-là, c'est nuisible, mais à quel point c'est néfaste pour notre société? Quels sont les impacts sur notre société? Actuellement, selon Statistique Canada, au Québec, on a environ 2,9% du PIB de notre société qui est l'économie souterraine. Le PIB, évidemment, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire environ la moyenne des revenus des Québécois au Québec. Donc 2,9%, ça c'était en 2012, ça représente environ 10,4 milliards de dollars au Québec qui est contenu dans l'économie souterraine. Et ça, c'est seulement des données recensées, donc des données qui ont été capables d'être recueillies. Ce n'est pas des données qu'on peut projeter. J'ai 2 autres experts qu'eux autres, selon eux, avec les projections, on peut aller du 3% à 20-27% du PIB si on compte évidemment les mafias, le trafic de drogue, le trafic d'initiés, tous ces grosses criminalités-là, ça regroupe dans ce pourcentage-là. Au Canada, ça ressemble pas mal au Québec. On dénombre environ 2,3% du PIB canadien, soit 42 milliards de dollars. Puis encore une fois, les données sont pas mal semblables selon M. Schneider, Frédéric Schneider de l'Université Johannes Kepler de Linz. Puis la Banque du Canada, selon eux, ça tourne autour de 10 à 20% du PIB. Donc, en général, au Canada et au Québec, c'est entre 3 et 27% du PIB. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est ça, c'est un montant d'argent, là, mais c'est que ça fait... Si on avait cet argent-là, oui. Qu'est-ce que ça ferait, qu'est-ce que le Québec ferait avec cet argent-là qu'on perd avec l'économie souterraine? Bien, évidemment, l'argent qu'on perd là-dedans, on pourrait la réinvestir dans les programmes sociaux, les aînés, la santé, l'éducation. Donc, c'est de l'argent qu'on perd facilement, puis d'un coup. Donc, c'est sûr, ça serait possible d'avoir d'avantages sociaux au Québec grâce à cet argent-là. Fait que c'est les citoyens qui payent à cause de ça. Exactement. Ensuite, ça c'est bien beau, là, mais y a-t-il des mesures qu'on peut prendre pour arrêter l'économie souterraine? Premièrement, on peut réprimer, c'est-à-dire abolir carrément en faisant beaucoup de réglementations. On peut abolir carrément l'économie souterraine.
en faisant des sanctions plus lourdes, des peines de prison plus longues. Bref, alourdir les peines pour ça. Deuxièmement, on peut comparer les co-avantages. Donc, comparer qu'est-ce qui nous en coûte d'arrêter cette économie-là, puis qu'est-ce que ça nous coûte de la laisser aller. Si on croit que ça nous coûte plus cher de l'arrêter que de la laisser aller, il faut la laisser aller. Sinon, l'inverse est aussi vrai. Si ça nous coûte moins cher de l'enlever que les bénéfices qu'on va retirer d'avoir cet argent-là, eh bien, il faut l'arrêter. Il y en a deux autres. La passivité, c'est-à-dire de rien faire carrément. Et la dernière, ce serait de modifier nos politiques publiques responsables. Donc, modifier nos lois un petit peu pour tenter de pas trop l'abolir, mais juste un petit peu, comme actuellement ce qu'on fait au Québec. Selon Mme Noreau du Mouvement Desjardins, on pourrait créer des comités pour les secteurs de la construction et de la rénovation résidentielle, puis pour le tabac, pour plus réglementer cette économie-là. Ben, merci, c'était tout pour moi. Alors, à la semaine prochaine. Merci, bonne journée.